Le point de départ quand même de fonctionnement d'une filière, c'est quand même la demande. Et la demande, depuis déjà une bonne vingtaine d'années, c'est quand même une augmentation très significative de la population mondiale. Et on l'a bien vu déjà depuis une vingtaine d'années, la forte augmentation des échanges et donc d'un besoin de plus en plus important pour nourrir ces fameux 30% de population mondiale supplémentaire. Mais c'est aussi par rapport à ça la réponse à travers l'offre, et on constate depuis maintenant également depuis plusieurs années que l'offre mondiale est vraiment à géométrie variable, avec l'effet climat, les usines à toit ouvert, plus un réchauffement climatique non négligeable, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, notamment sur la disponibilité de cette offre. Et on pourrait rajouter les tensions géopolitiques qui sont vraiment d'actualité, bien entendu, depuis plusieurs mois, avec le conflit de l'Ukraine par l'invasion de la Russie, deux pays qui sont les principaux pays producteurs de céréales à l'échelle mondiale et surtout de grands pays exportateurs. Donc cette tension géopolitique particulièrement importante, bien entendu, génère quelques problèmes sur l'équilibre du marché qui est déjà finalement déjà bien malmené. Et on pourrait rajouter enfin le poids très important des fonds spéculatifs à l'échelle mondiale sur les différents marchés, Chicago, Euronext, qui permet bien entendu aussi de faire fonctionner ce type de marché, mais qui ont une influence particulièrement forte sur pas le niveau de prix, mais sur l'amplification des prix, à la hausse comme à la baisse. Ça a surtout été le cas au début du conflit, mais bien avant le conflit, ils étaient déjà particulièrement présents, ces fonds spéculatifs, notamment sur le blé, en étant et en ayant des positions nettes acheteuses sur lesquelles nous pouvions penser que s'ils étaient présents avec ce type de position, qu'ils considéraient que les prix allaient probablement augmenter. Quelques mois après, on a remarqué qu'ils étaient plutôt en retrait, ce qui a eu comme effet immédiat une baisse significative sur le prix. Donc cette amplification, encore une fois, elle est à la hausse et à la baisse. Nous sommes effectivement sur des filières où la volatilité des prix est particulièrement forte et a priori, c'est un sujet qui devrait perdurer. Alors il y a des bonnes nouvelles, mais il y a aussi des moins bonnes nouvelles. On va démarrer par les moins bonnes nouvelles, qui est plutôt la zone européenne. La production est plutôt revue à la baisse par rapport à la précédente campagne, mais qui s'explique là aussi par un effet lié au changement climatique avec, alors que le potentiel dans un certain nombre de pays aux sorties de l'hiver était particulièrement exceptionnel, y compris en France, eh bien, le coup de chaleur, le manque de précipitations, la sécheresse a fait que les niveaux de production ont été et les rendements ont été particulièrement impactés par ces conditions climatiques un petit peu compliquées. Quand on regarde le reste des autres bassins de production à l'échelle mondiale sur cette partie hémisphère nord, il y a deux éléments importants à souligner. Bien entendu, l'Ukraine, dans le cadre du conflit actuel, qui n'a pas pu semer correctement, qui n'a pas pu récolter de façon optimale, qui n'a pas pu profiter et utiliser les fertilisants nécessaires pour produire, et bien là, on s'attend à ce que la production dévisse d'environ 40%. À côté de ça, l'Amérique du Nord qui revient sur le devant de la scène avec bien entendu une meilleure production, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, bénéficiant des meilleures conditions climatiques que la récolte 2021, où, pour rappel, le Canada avait particulièrement dévissé sa production de blé tendre, de blé dur et de canola en particulier. 2022-2023, même topo, la Russie devrait connaître une récolte record, sachant que l'évolution du niveau de production a évolué positivement et de façon très croissante depuis le début du mois de juillet. On partait autour de 85 millions de tonnes. Nous sommes à aujourd'hui, selon les analystes, autour de 93 millions de tonnes. Une situation record du jamais vu. Si on regarde maintenant les estimations sur l'hémisphère sud, on a pour le moment de très bons échos sur le potentiel de production en Australie, qui revient depuis la 3e année consécutive sur des niveaux vraiment honorables. Je vous rappelle que pendant 3 années avant 2020, l'Australie avait connu des périodes de sécheresse particulièrement fortes. Et puis l'Argentine, où là, on est un peu plus circonspect sur
le niveau de production. Globalement, à l'échelle mondiale, au vu de ces informations-là, on ne devrait pas être loin du record de production, malgré, encore une fois, le réchauffement climatique. Le force est de constater également qu'en plus d'une petite production, à l'échelle européenne, on a des niveaux de qualité qui sont aussi plutôt revus à la baisse par rapport à la précédente campagne, notamment en teneur en protéines, et ça ne concerne pas seulement la France d'ailleurs, ça concerne bon nombre de pays de l'Union européenne, avec donc des teneurs qui sont globalement tous en baisse, sauf peut-être en Roumanie, sachant qu'il faudra être extrêmement prudent avec ces informations-là, parce qu'il s'agit d'enquêtes provisoires et qu'on va attendre quand même les résultats définitifs qui devraient arriver dans les prochains jours. Le marché sur cette campagne, effectivement, 2022-2023, c'est quand même la question de la disponibilité ou non des stocks des deux pays concernés par le conflit que sont donc l'Ukraine et la Russie, parce que depuis le conflit, l'Ukraine a quand même eu énormément de mal à sortir sa production record, encore une fois, récolte 2021, récolte record, au regard du conflit et de la difficulté de pouvoir sortir, notamment par voie maritime, les quantités importantes de grains. Même si les produits agricoles ne font pas partie des sanctions, n'empêche que la Russie a quand même eu énormément de mal à sortir donc ces matières premières depuis le mois de février. Et donc, ces deux pays terminent la campagne 2021-2022 avec des stocks plutôt importants. Vous rajoutez la récolte exceptionnelle attendue donc en Russie, 93 millions de tonnes, ce qui lui donnerait la possibilité d'avoir pratiquement 44 millions de tonnes de disponibles exportables, ce qui est quand même un niveau là aussi important, avec le point d'interrogation sur la façon dont ces quantités pourront sortir ou pas, ou dans quelle mesure ça va sortir. Ça va être un petit peu compliqué parce que là aussi, on est dans le monde de l'incertitude. Des points d'interrogation avec, concernant l'Ukraine, un disponible exportable, bien entendu, qui sera revu particulièrement en baisse au regard de son niveau de production qui a baissé d'environ 40%. Et tout ça dans un environnement où on est dans le monde de l'incertitude au regard de l'éventuelle récession économique, et potentiellement avec peut-être une demande qui ne sera pas finalement aussi forte que les années précédentes, en raison, encore une fois, avec ce spectre de la récession économique qui existe déjà dans un certain nombre de bassins de production et qui peut poser effectivement quelques problèmes. Alors tout ça pour constater quand même que quand on regarde les échéances sur le Euronext des différents contrats de blé, eh bien, que depuis le conflit, bien entendu, le prix a augmenté de façon significative, qu'il a atteint un palier parce qu'à un moment donné, au niveau de ce niveau de prix, les acheteurs n'étaient plus aux achats, considérant que les prix étaient bien trop élevés, et puis au regard aussi d'un certain nombre d'informations, comme celle citée sur le poids des fonds spéculatifs qui ont commencé à en tirer leurs bénéfices, et donc se sont désengagés sur leur position nette acheteuse. Donc tout ça génère et a généré. La volatilité est bel et bien présente avec effectivement des évolutions intraday qui peuvent être particulièrement importantes. Quand on regarde également le niveau des échéances éloignées, septembre 2023 comme septembre 2024, quand on regarde le niveau, on reste quand même sur des niveaux de prix complètement inédits, et ce qui pousse probablement, et on l'a constaté ces deux dernières campagnes, probablement le fait que les producteurs, au regard de ces chiffres-là, au regard de leur coût de production en intégrant tous les sujets évoqués précédemment, notamment sur l'engrais par rapport à leur coût de production, eh bien, et au regard de cette situation, de cette cotation sur les échéances moyen terme, eh bien, probablement devraient s'engager au regard, encore une fois, de la marge potentielle dégagée. Un rapide tour d'horizon sur les autres matières premières qui font l'objet de contrats sur les marchés à terme, le colza, où là, a priori, on revient sur un niveau de production, je dirais, normal à l'échelle mondiale. Je vous rappelle que la précédente campagne 2021-2022 était particulièrement déficitaire, avec un ratio stock sur consommation extrêmement bas, autour de 6%. On est a priori sur cette nouvelle campagne sur des niveaux bien supérieurs, avec une très très bonne récolte au sein des pays de l'Union européenne, et en particulier en France d'ailleurs, qui s'explique aussi par une augmentation des surfaces, mais également par un rendement moyen qui tourne autour de 36 quintaux
46 quintaux de l'hectare, ce qui est finalement pas si mauvais que ça, avec de très 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 bons résultats dans un certain nombre de régions. Et donc globalement, on devrait être, et on le voit à travers la lecture des cotations sur les marchés à terme, et sur Euronext en particulier, sur une tendance plutôt baissière, même si le clé de lecture du colza, c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut aussi regarder ce qui se passe concernant le complexe oléagineux, la production de soja, l'huile de palme. Tous les jours, tout ça, ça évolue. Donc ça peut effectivement générer du jour au lendemain une augmentation des prix et puis force est de constater que le lendemain, ça peut dévisser du même montant. Parce que globalement, encore une fois, au niveau du colza, on est plutôt sur un bilan équilibré, voire très bien équilibré, après une année 2021 particulièrement difficile. Là où tous les yeux quand même sont rivés à l'échelle mondiale, c'est sur le maïs. Alors, on est un petit peu tôt encore par rapport aux récoltes, mais il y a un certain nombre de prévisions et d'estimations qui sont déjà faites, avec quand même trois zones où la situation est particulièrement compliquée. L'Ukraine, je n'y reviens pas. L'Europe importe pratiquement 50% de ses besoins en maïs d'Ukraine. Donc il y a quand même un sujet ukrainien autour du maïs de façon importante. Et donc des conditions climatiques compliquées en Europe, en Union européenne, et notamment sur les pays d'Europe du Sud, dont la France. Et alors retenez pas forcément le chiffre, mais on commence à avoir quelques idées où certains analystes commencent à émettre un certain nombre d'idées sur la future production. Selon les organismes, ce serait compris entre un petit 10 millions de tonnes, voire 11 millions de tonnes. On s'attend vraiment à ce que ça dévisse de façon particulièrement importante. Et on peut se demander si, finalement, le maïs ne pourrait pas devenir le driver de l'ensemble du prix des matières premières sur cette campagne 2022-2023. En conclusion, nous pensons que sur cette campagne 2022-2023, nous pensons que la volatilité va rester présente, particulièrement présente, parce que les incertitudes sont bien trop importantes. On a quelques interrogations vraiment sur la possibilité de l'Ukraine et de la Russie de revenir à la même situation en matière d'échange qu'avant le conflit, parce que je vous rappelle que le conflit n'est toujours pas réglé, qu'il y a toujours des bombardements, qu'il y a effectivement quelques avancées ces dernières semaines, parce que la logistique, depuis cet accord, s'est réorganisée et permet effectivement à du maïs, à du blé ukrainien de sortir, mais également la Russie, notamment vis-à-vis de pays, je dirais, amis. Le maïs, j'y reviens pas. Est-ce que c'est pas demain le futur driver? Et puis, sans forcément tout lister, c'est quand même la capacité, les inquiétudes sur la capacité aux industries agroalimentaires et aux industries qui fabriquent les intrants de pouvoir fonctionner correctement avec l'augmentation significative, exponentielle du coût de l'énergie, que ce soit électricité, que ce soit gaz. On l'a vu récemment avec la décision de Yara, par exemple, de limiter, de fermer quelques unités à l'échelle européenne, industrielle, comme il l'avait fait déjà précédemment au cours de la campagne 2021-2022. Eh bien, ça continue. Donc tout ça génère un moment d'inquiétude, un mouvement d'inquiétude qui n'est pas prêt, entre nous, de se poser et de disparaître. Tout ça pour dire qu'il nous paraît important, toujours dans cet environnement où la volatilité est importante, de vous permettre, vous, opérateurs agricoles, de pouvoir se couvrir pour gérer au mieux ce risque-prix. Et donc c'est l'occasion de vous annoncer l'arrivée de Jean-Loïc Béguet-Turand pour lui demander en fait quel pourrait être le comportement ou les conséquences de cette situation par rapport au comportement des opérateurs sur le marché à terme.